Merci beaucoup à tous les trois. Donc aujourd'hui, la table ronde porte sur l'ESG, de l'intention à l'action. Comme vous le savez, les gens parlent beaucoup d'ESG, mais aujourd'hui, on va parler vraiment d'actions concrètes. Peut-être juste avant de démarrer, un tout petit point sur justement ce que recouvre ce vocable ESG. Parce qu'à la suite de notre discussion, on s'est dit que ça apparaissait assez fortement là, dans les cas d'entreprise. On a un petit peu deux dimensions dans l'ESG. Il y a la dimension vraiment qui est liée à la mission de vos entreprises, donc le cœur de métier. À quel point une démarche sociale et environnementale est intégrable au sein de cette mission, de la raison d'être, etc. Et puis, il y a d'autre part les pratiques ESG, donc qui est vraiment sur le comment. Comment vous traitez vos employés, comment vous gérez vos déchets en interne. Et ça, c'est pratiques ESG, dont on va essayer d'en parler peut-être en particulier aujourd'hui, même si, bien sûr, on pourrait dire un mot de la mission et de ce qu'elle peut avoir comme impact social et environnemental, parce que c'est peut-être là où il y a le plus de possibilités pour vous d'échanger des pratiques, de partager des idées, etc. Voilà, donc il y a ces deux dimensions. Et d'ailleurs, dans le portefeuille de Sophie West que vous représentez aujourd'hui, on a des entreprises qui vont avoir vraiment une mission complètement orientée vers un sujet environnemental ou social. Je pense à Bouge ta boîte, à MEC, à Phoenix. On a des entreprises qui vont être, disons, dans des business un petit peu plus traditionnels. Et puis, on a des entreprises qui sont un peu entre les deux, qui vont être dans des business traditionnels, mais qui vont y mettre une dimension environnementale ou sociale particulière. Voilà. Et aujourd'hui, on a un petit peu différentes sensibilités qui sont autour de cette table. Alors, on va commencer par vous, Stéphane, donc à la tête de DiEM. Vous, c'est peut-être moins au travers de cœur de mission que vous avez recherché aujourd'hui un impact social et environnemental, mais vous avez mis beaucoup l'accent sur vos pratiques ESG. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quelques mots les grandes actions emblématiques que vous mettez en place au sein de l'entreprise ? Alors, sur la partie environnement, on a fait tout ce qu'on pouvait faire à titre interne à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus rien. Donc ça a été fini. Et maintenant, on réfléchit à une façon de travailler sur l'empreinte liée au digital, puisqu'on est des gros consommateurs de data et de puissance informatique, avec une mesure client par client et de mettre en place un programme de compensation avec le concours de notre client. Donc ça, c'est le début. Mais je vais plutôt parler de la partie sociale. Et là, le Covid a été un catalyseur et un accélérateur de beaucoup de choses, puisque dès le début, ce qu'on a mis en place, pour commencer, c'est de mettre quelque chose de totalement transparent avec les salariés. Donc je les voyais en vidéo, évidemment, une fois toutes les 2 semaines, pour donner de l'information sur où est-ce qu'on en était, quels étaient les contextes, les difficultés, avec une énorme transparence sur les chiffres, y compris d'impact, pour qu'ils réalisent ce que c'était. Et ils avaient la possibilité de poser des questions à l'avance, ce qui permettait, moi, dans mon explication, de répondre à leurs questions au fur et à mesure. Et suite à cet engagement-là, suite à ces explications, ils pouvaient aussi reposer des questions par ailleurs. Alors c'était en live, ça a donné de temps en temps des grandes sueurs, parce qu'il y a des questions qui sortent un peu de nulle part quand on ouvre ça. Mais globalement, c'est devenu un rendez-vous qui maintenant est institutionnalisé. Je le fais tous les mois. C'est très riche en termes de contenu. Et ce qui est surtout important, c'est que tout le monde, l'entièreté des salariés, a exactement la même information au même moment. Et c'est un alignement total, au passage, avec les informations qui sont véhiculées auprès de nos actionnaires. Donc on part des actionnaires, de la direction, et on va jusqu'à n'importe quel des salariés. Tout le monde a exactement la même information. Alors évidemment, je ne leur donne pas tout, mais ils connaissent les chiffres, ils savent où on en est, ils connaissent les difficultés. Et ce qui peut être vertigineux pour certains d'entre eux, mais pour beaucoup, ça les embarque dans l'histoire de façon beaucoup plus forte. Et juste un dernier témoignage, après je vais passer la parole à mes voisins. On a, au passage, voulu aller encore plus loin dans le collaboratif. Et évidemment, on a mis du télétravail en place pour tout le monde pendant le Covid. Ça a plutôt pas mal marché. Au détail près qu'il y avait des problématiques au bout d'un certain temps de inter-équipe. Pas intra-équipe, ça marchait super bien, mais entre inter-équipe, c'était un peu plus compliqué. Et donc, je leur ai demandé, dès que le confinement, à partir de début juillet, de revenir 2 jours par semaine au travail, dans les bureaux, de façon à reconstruire ce lien qui était en train de se défaire. Et au passage, je leur ai demandé à eux-mêmes de travailler sur un accord de télétravail. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas donné de directive, je n'ai rien donné du tout. La seule directive que je leur ai donnée, c'est de se mettre d'accord sur les différents pays, parce qu'on est présent dans 5 pays, et je voulais qu'il y ait un seul et unique accord sur tous les pays. Alors ça passe par la France, le Canada, mais également le Maroc et la Tunisie. Donc il y a des problématiques culturelles, d'habitudes, qui sont complètement différentes.
Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont tous réussi très rapidement à se mettre d'accord et qu'ils ont proposé quelque chose moins ambitieux que ce que moi j'aurais proposé au passage. Merci beaucoup. Et peut-être si vous aviez un frein, une difficulté à partager sur ces sujets. La grande difficulté, c'est de bien positionner le niveau d'information. C'est ça qui est compliqué. Par exemple, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais pourquoi tu nous donnes tout ça? Pourquoi tu nous dis tout ça ?» Ce qui est intéressant, parce que pour moi, c'était quelque chose d'impliquant et pour les embarquer. Mais eux disaient clairement « Non, moi, j'en veux pas de tout ça. J'en ai pas besoin. » Alors c'est une minorité de personnes, évidemment. La très grande majorité, ils sont très contents d'avoir ces informations-là. Mais une minorité de personnes réagit comme ça. Donc, du coup, la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur de l'information? Pour moi, c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Alors, vous, Didier, donc, vous êtes à la tête de Up Factor. Et si je comprends bien, vous avez vraiment une dimension environnementale à apporter à ce business du BTP qui est un business traditionnel. Donc vous allez nous en parler sur cette dimension environnementale et même sociale au cœur de votre activité. Et puis là aussi sur une pratique sociale gouvernance qui entre en résonance avec ce que vient d'évoquer Stéphane. Voilà. Tout à fait. Merci pour nous donner la parole. Effectivement, donc, chez Up Factor, on a mis au point donc, un outil, une plateforme logicielle qui permet de détecter les potentiels de surélévation des bâtiments. Et en fait, c'est un enjeu majeur pour les villes, puisqu'on est là pour essayer de valoriser des restes à construire, pour développer de nouvelles activités, développer de nouveaux biens immobiliers, pour financer la rénovation énergétique des bâtiments existants. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comment on peut arriver à partager de la valeur et le réinvestir intégralement et immédiatement dans le bâtiment existant. Donc, le gros enjeu, c'est vrai, effectivement, c'est de travailler avec des gens, leur offrir des opportunités et ensuite de travailler sur cette valeur de partage, d'aller capter un morceau de la valeur immobilière pour le repartager ensuite avec les propriétaires déjà occupants des immeubles. Donc on se rend compte que c'est un véritable accélérateur, en tout cas notre démarche est un accélérateur de la démarche de projet et ensuite ça permet vraiment d'engager les gens dans une démarche de projet de rénovation globale qu'ils n'auraient pas eu autrement, puisque en créant de la valeur, ça les embarque dans une dimension d'investissement. Quand vous parlez de ça en copropriété, je ne vous cache pas que pour beaucoup, on était des fous. C'est-à-dire qu'au tout début, on nous disait « mais vous n'y arriverez jamais ». Et aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, c'est le principal axe de développement de l'entreprise, avec, on va dire, des résultats très très surprenants. C'est-à-dire qu'on d'un seul coup, on se rend compte que les gens se reparlent, et ils se disent, c'est une superbe opportunité pour nous. Comment on va dépenser cet argent et comment on va améliorer notre immeuble et notre quotidien. Voilà, donc c'est vrai qu'en cœur de métier, c'est vraiment cette démarche, entre guillemets, environnementale, bien sûr, mais aussi d'amélioration du vécu social et du partage de liens, en tout cas du partage de la valeur, voilà, et qui engage véritablement tout le business de Factor. D'accord. Donc du lien social et puis une démarche environnementale, si je comprends bien, qui pourrait être un jour aussi valorisée en termes d'économie CO2. Tout à fait. Etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche à mesurer, bien sûr, on arrive à améliorer l'étiquette énergétique globale des bâtiments rien que par le fait de rajouter des étages complémentaires. Mais dans notre roadmap tech, on est en train d'identifier, d'essayer de voir comment on peut identifier des zones qu'on pourrait renaturaliser au centre des villes en complément de nos opérations, de manière à améliorer encore l'image et améliorer l'impact de nos projets de surélévation sur les environnements urbains déjà construits. Voilà. Et donc sur le plan social et gouvernance, vous aviez aussi une initiative assez marquante depuis le Covid. Complètement, ça rejoint un peu la démarche de Stéphane, c'est que nous on avait un sujet, c'était celui du partage de la vision. On était dans l'équipe dirigeante vraiment en première ligne, on y croit à fond et tout ça, et comment partager ça avec une équipe multimétier qui vient du monde du développement informatique, qui vient de l'architecture, de la construction, et derrière des urbanistes. Enfin, voilà. Comment on fait pour partager ça? Nous, la petite anecdote avec Olivier, qui est là, notre CTO, on se dit souvent, au mois de mars, on s'est rendu compte que certains de nos collaborateurs ne connaissaient même pas nos clients, en fait. C'est hallucinant. Donc, on a instauré tous les lundis une réunion de partage de tout ce qui se passe dans l'entreprise, et on a demandé à chacun, à tour de rôle, de présenter le travail de tous leurs pôles. Et donc on a 4 grands pôles, tech, urbanisme, opérationnel et commercial. Et
et voir comment, à tour de rôle, chacun présente l'intégralité du travail du pôle. Ça a donné une espèce d'impulsion où chacun, du coup, allait voir les autres pour dire qu'est-ce que tu as fait quoi cette semaine, comment je peux en parler, comment je peux retraduire ce que tu as développé. Et ça donne lieu à un espèce de mouvement qui est celui de dire tiens, ah ouais, je savais pas qu'on faisait ça. Et puis même à chacun des collaborateurs de s'intégrer dans ce partage de la vision et de trouver sa place. Et franchement, on a mis en place ça depuis le Covid. C'était un vrai besoin, en tous les cas, de partage et d'avancement. Et ça a été formidable. Et en tous les cas, on est à la 22e réunion qui s'est passée lundi dernier, où en fait on était éparpillés sur toute la France, à moitié en visio, moitié en présentiel, moitié en rendez-vous. Et finalement, c'était assez hallucinant. Chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice et voilà, on a même parlé de ce petit événement d'aujourd'hui où la semaine prochaine, je pense qu'on leur fera un petit retour de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc Adrien, vous êtes à la tête de Bruce et vous définissez comme natif ESG, ça compte beaucoup pour vous, et vous avez été assez loin dans la formalisation de tout ce qui tourne autour de l'ESG, aussi bien au niveau de la mission qu'au niveau des pratiques. Voilà, donc on vous laisse vous en dire plus. Bonjour tout le monde, donc Adrien, un des 2 fondateurs de Bruce. Et effectivement, on se définit comme natif ESG. C'est pas exactement le terme qu'on utilise d'ailleurs, nous on parle plutôt d'entreprise à impact positif. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début. On a la chance d'évoluer sur un marché qui est le marché de l'emploi, qui est un marché qui a un impact énorme dans la vie des gens. Et dès le début, quand on a souhaité créer Bruce, on a voulu avoir un impact positif sur ce marché de l'emploi. Et notre mission, on l'a définie très tôt, c'était d'essayer de rendre le marché de l'emploi plus efficace. Donc plus efficace, ça veut dire rendre plus facile l'accès à l'emploi pour les talents et rendre plus facile le recrutement pour les entreprises parce que c'est un vrai enjeu de performance économique. Et plus juste parce qu'on est parti du constat, il y a maintenant 5 ans, qu'on avait un gros problème sur le marché de l'emploi en France. C'était pas toujours les bonnes personnes qui étaient mises au bon endroit, qu'il y a énormément de discrimination, il y a énormément de choix qui sont faits pour des mauvaises raisons. Et nous, on a envie d'être un peu l'ambassadeur du recrutement qu'on appelle éthique, c'est-à-dire que le recrutement qui est fait sur la base des compétences et qui est pour nous la meilleure façon de faire le recrutement en termes également d'efficacité et bien sûr d'un point de vue moral. Donc effectivement, depuis le début, on a une vraie mission, c'est au cœur de notre développement, au cœur de notre réflexion. Et il y a maintenant 1 an, on a voulu aller encore un peu plus loin et essayer de commencer la formalisation de tout ce qui nous tient à cœur. Donc c'est déjà cette mission, mais c'est aussi plein de choses autour, puisque cette mission n'est pas suffisante. Nous, on pense que toutes les entreprises doivent essayer de se poser des questions sur quel est leur impact de toutes leurs actions un peu. Et donc pour ce faire, la première de nos actions, ça a été de se dire, on est une start-up, comme toutes les start-up, on a 1000 chantiers à mener, on a plein de trucs à faire. Et donc si on veut faire ça bien, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit dédié à temps plein. Donc c'est dans ce cadre que j'ai eu la chance d'avoir Jamila dans l'équipe qui est juste là présente et qui a pris en charge toute cette démarche. Donc Jamila, elle était dans l'équipe de Bruce depuis le début, c'était la 2e employée, donc elle connaissait très bien Bruce, elle a énormément contribué à la réussite de Bruce et à faire évoluer Bruce dans le sens qu'on voulait. Donc ça nous tenait à cœur d'avoir quelqu'un de chez nous vraiment qui nous aide à propulser un peu cette démarche. La deuxième étape, ça a été de la former à toutes les bonnes pratiques ESG pour avoir les clés de comment mener cette démarche au sein de notre entreprise. Donc je tiens à dire que ça a été une décision qui a été difficile parce qu'on l'a fait donc, en décembre de l'année dernière. On s'est retrouvé en confinement au mois de mars avec un marché qui se retourne. On est sur un marché qui a connu une décroissance de 50% environ. Donc économiquement, c'est pas facile. Est-ce qu'on maintient cette démarche ou non ? On a choisi de le faire et on le regrette pas du tout parce qu'en même pas 1 an, elle a déjà mené énormément d'actions. Et donc les actions qu'on a menées, c'est des choses qui pour certaines paraissent pas importantes, mais mais qui ont un impact énorme. La première, ça a été de s'engager auprès d'un programme qui s'appelle le programme Global Compact des Nations Unies, et dans lequel on dit qu'on adhère à des objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies. Donc c'est un engagement. Quand on commence à dire les choses, ça nous pousse à essayer de le faire. C'est un guide, puisqu'ils définissent des objectifs différents sur différentes thématiques, donc ça nous permet de commencer à savoir quelles sont les actions qu'on doit mener. Et l'étape d'après, qu'on a initiée il y a maintenant quelques semaines, c'est d'aller encore plus loin dans la formalisation en choisissant un label qui s'appelle le label B Corp, qui est une des références au niveau mondial. On a décidé de se lancer dans la labellisation de Bruce pour essayer de faire reconnaître notre engagement, mais surtout, au-delà de ça, qui est une démarche un peu d'image, l'avantage d'essayer de rejoindre un label comme B Corp, c'est que vous allez avoir un plan d'action qui va être défini grâce à ça.
Il y a plus d'une centaine d'actions que vous pouvez mener pour améliorer votre entreprise sur un peu tous les sujets sociaux, environnementaux, etc., managériaux. Nous, on en a identifié une trentaine qui vont faire l'objet d'un plan d'action dans les 6 prochains mois et qui vont nous permettre d'obtenir cette labellisation. Et c'est vraiment un guide qui nous permet de savoir ah tiens, bah ça, cette chose-là, c'est vrai que c'est important, on ne l'a pas fait, faisons-la. Comment on peut aborder la thématique de l'environnement pour une start-up digitale avec des problématiques de serveurs, etc. Donc c'est vraiment un guide complet qui nous a permis de définir notre roadmap, à l'instar des roadmaps produits qu'on fait sur la tech. Bah là, c'est une roadmap ESG et qui va être déclinée dans les prochains mois et qui va nous permettre de nous améliorer de manière incrémentale. Ce n'est pas forcément des changements radicaux, c'est à la portée de tous, mais en faisant ces efforts, et la somme de ces petits efforts fait qu'on est une entreprise un petit peu mieux qu'on ne l'était avant, et on va continuer de le faire, bien évidemment, dans toutes les années de notre existence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre peut-être des questions un petit peu? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises de Bicorp dans la salle? Donc Guibert, très bien. Marie, en cours de certification. Nous, ça nous a permis de voir plein de petites choses à transformer et auxquelles on n'avait pas pensé, la certification Bicorp pour Bouge ta boîte. Et aussi des grandes choses. Par exemple, on a mis en place un congé paternité 2e parent de 2 mois. Et ça tombe bien parce que là, justement, ils vont annoncer... ils ont annoncé aujourd'hui le congé paternité à 1 mois avec une partie obligatoire. Donc ça nous a permis de faire un des grands pas en avant. Et surtout, nous, on a un devoir d'exemplarité. On a un réseau business féminin. Et donc, on a 1500 dirigeantes de TPE à accompagner. Et surtout, en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Et ce devoir d'exemplarité dans ces critères-là est essentiel. Donc on va ensuite pouvoir les pousser également à aller vers du Bicorp. Donc je rejoins ce que tu as dit, Adrien. Bravo.